Bonjour à tous et à toutes. Au cours de cette deuxième émission, nous allons parler des résistances africaines à la colonisation européenne, insistant sur quelques exemples de résistance. Ensuite, dans la deuxième partie, nous verrons comment, une fois la colonisation mise en place, notamment la colonisation française, comment celle-ci va être organisée jusqu'aux indépendances. Ceci est très important donc pour mieux comprendre la géopolitique coloniale, la carte coloniale de l'Afrique, dite d'expression française. Au cours de notre dernière émission, nous avions donc essayé d'expliquer c'était quoi la colonisation. Nous avions parlé des différentes causes, comment elle s'est déroulée, quels ont été les grands acteurs. Donc aujourd'hui, on parle des résistances. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'à la suite de la partition donc, systématique de l'Afrique, donc les puissances européennes vont véritablement s'engager à la conquête et en mettant des gros moyens. Alors, des gros moyens, ça veut dire à la fois militaires, mais aussi en investissant sur les armées locales, en créant des armées qui vont à chaque fois participer aux conquêtes. Mais malgré cela, on va voir que la conquête se heurte quand même à des réactions des populations africaines qui opposent plusieurs formes de résistance à la pénétration coloniale. L'ère de la résistance, donc, va commencer surtout dans les années 1890. Hein, c'est véritablement dans ces moments-là. Après la conférence de Berlin et le signal donc, du partage, il y a beaucoup donc, de mouvements de résistance également en Afrique. Et c'est pratiquement pendant 20 ans, hein, on va voir qu'il y aura de grosses résistances armées, mais aussi il y a d'autres formes de résistance sur lesquelles nous allons insister aussi. Donc la résistance, c'est quoi? C'est tout simplement un mouvement d'autodéfense pour la sauvegarde de sa liberté et de sa dignité. Elle se présente donc dans le contexte africain, notamment pour les pays anciennement colonisés donc par la France, sous trois formes. On va voir une résistance militaire, une résistance populaire, mais aussi une résistance culturelle. Donc les résistances militaires, c'est ce que nous appelons les résistances armées. Elles ont toujours donc été au moins utilisées par les peuples, notamment donc les peuples africains, face à la domination étrangère. Dans chaque royaume ou empire, selon les cas, il y avait une classe guerrière au service des grandes familles régnantes. Si je prends par exemple pour la colonie du Sénégal, nous avons ce que nous appelions les Tchédo, hein, dans les royaumes Wolof par exemple les Sérères, hein, ou comme le Kayor, hein, ou bien les Guelwaars notamment, c'est les Sérères au Sénégal. Hein. Mais aussi, on peut voir dans le royaume d'Abomey avec Béhanzin, hein, mais aussi le royaume d'Ashanti, hein, si on regarde du côté de la Gold Coast, ancienne colonie britannique. Donc cette caste de guerriers donc utilisait des moyens de combat tels que la guérilla, les tactiques de la terre brûlée, les embuscades, les armes blanches, les armes à feu, etc. On a aussi ce qu'on appelle une résistance populaire. Donc après l'assujettissement des royaumes et l'instauration donc du système colonial, les masses populaires ont utilisé d'autres formes de résistance qui se manifestaient par le refus par exemple de payer les impôts, de servir dans les corps de soldats, notamment pour ceux qui étaient de l'Afrique occidentale ou bien de l'Afrique noire francophone, le corps des tirailleurs sénégalais qui a été créé pour justement les incorporer dans les guerres d'expansion coloniale. Hein, porte le nom de tirailleurs sénégalais, mais ce ne sont pas tous des Sénégalais. D'ailleurs, les Sénégalais seraient même minoritaires dans ces corps-là. Donc, mais aussi, ils refusent d'effectuer les travaux forcés ou obligatoires. Donc, ça, ce sont les formes de résistance populaire. On assiste aussi dans ces formes de résistance à un départ massif des populations qui s'opposent bien souvent à l'autorité des chefs de collaborateurs de l'armée. Par exemple, on va voir des populations, par exemple de la colonie du Sénégal, qui vont partir dans une colonie britannique à côté de la Gambie ou dans d'autres contextes également. Donc il y aura des mouvements des populations qui vont partir. Enfin, la résistance culturelle. C'est le rejet du travail d'assimilation culturelle lié à la propagation des valeurs culturelles occidentales. Donc cette forme de résistance a été développée par les grandes confréries. Hein, la religion a beaucoup servi pour développer cette résistance-là. Alors si on prend l'exemple du Sénégal, on a deux grandes confréries.
qui sont nés justement dans ce contexte colonial, à savoir le mouridisme et la Tidjaniya, qui ont au début été une réponse à la conquête coloniale et qui sont aujourd'hui devenus de très grandes confréries en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. Ça, c'est véritablement donc ce qu'on peut appeler la résistance culturelle. Mais on le voit, cette résistance culturelle aussi, dans d'autres régions, par exemple, dans les régions où les populations n'étaient ni chrétiennes ni musulmanes, mais dans des régions qu'on appelle des religions traditionnelles, animistes, comme le cas de la Casamance. Hein, on a des populations balantes, par exemple, qui ont résisté à leur forme. Donc, tantôt, ça va être l'utilisation de la religion musulmane contre la colonisation ou les religions traditionnelles. On a encore des grandes figures aussi qui ont participé à cela. L'exemple le plus connu, c'est Maba Diakhouba dans le RIP, dans l'ouest et le sud du Sénégal, ou si on regarde du côté du Soudan français, hein, le Cheikh Amadou, par exemple. On peut également noter le refus des rois ou des familles africaines d'amener leurs fils à l'école européenne. Donc ça également faisait partie des formes de résistance. Par exemple, au Sénégal, les chefs religieux, les rois, les chefs traditionnels ont refusé que leurs enfants fréquentent l'école des otages ou l'école des fils de chefs, qui était donc à Saint-Louis, ou d'autres écoles qui étaient à Gorée, que les Français avaient créées donc, pour former les collaborateurs, des interprètes, des personnalités donc, qui allaient permettre la colonisation de bien démarrer. Et c'est bien aussi d'insister sur cette forme de résistance armée, parce qu'il y a eu quand même de grands résistants, des rois qui se sont battus, et beaucoup en sont morts. Donc les quelques résistances que nous pouvons citer, par exemple, si je prends l'histoire de la colonie du Sénégal, je peux parler de Lat Dior, qui est considéré aujourd'hui comme le héros de l'histoire coloniale du Sénégal, de la résistance. Lui, il est né vers 1842 et il devient Damel. Hein. Damel, c'est le statut, le titre que portait donc le roi. Il devient donc à l'âge de 20 ans. Il va donc être Damel à une période où la colonisation du Sénégal s'accentue. Donc, Lat Dior donc, est contraint de faire face, mais aussi parfois de s'exiler, parfois de s'allier avec d'autres, notamment avec le grand résistant, donc le marabout Maba Diakhou. Donc les deux hommes vont mener des opérations euh, contre les forces françaises, notamment contre Pinet-Laprade. Alors, le 28 décembre 1865, donc les troupes françaises donc, vont être même battues, hein, la fameuse bataille de Paoskoto par les troupes de Lat Dior. Donc ça, c'était aussi une des victoires assez notables de la résistance armée. En juillet 1867, le résistant, donc le chef religieux, lui, il est tué, Maba, et Lat Dior va être un peu esselé. Il retourne au Cayor et combat encore les Français. Donc, en gros, c'est jusqu'à sa mort, hein, jusqu'à sa mort en 1886, Lat Dior a combattu la présence coloniale française dans la colonie du Sénégal. Et il fait partie donc de ces grands résistants qui ont pris les armes pour lutter contre la colonisation. Ça, c'est l'exemple du Sénégal. Mais on peut aussi prendre dans le Soudan français, notamment la Guinée actuelle, il y avait un grand héros donc, de la résistance qui s'appelle Samori Touré, qui a vécu des années 1830 à 1900. Donc il est né en 1830. Il fait partie donc de ce grand groupe Manding, composé de Djoula, Malinké, Bambara, tous ce grand peuple de l'ancien empire du Mali qui s'est déversé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, il conquit alors un vaste territoire s'étendant entre la côte du Libéria à la même jusqu'au Fouta Djallon en Guinée et prit le titre d'Almami. Donc, son royaume s'étendait non seulement en Guinée, la Côte d'Ivoire, une partie du Mali, jusqu'au Libéria. Un très vaste empire de Samori. Donc, l'extension de son empire vers le nord se heurte donc à l'avancée des Français vers le haut Sénégal-Niger, où l'inévitable conflit donc va arriver en 1882. Donc, juste avant donc, la conférence de Berlin, Samori avait compris les intentions des Français. En 1887, il signe donc avec les Français un traité
pour mieux se préparer et sans doute avoir la possibilité d'avoir des armes, notamment du côté d'autres Européens comme les Anglais. Donc, il va faire face à Gallieni. Gallieni, c'est un des grands militaires donc, qui a d'abord fait l'Afrique de l'Ouest avant d'aller en Indochine puis à Madagascar. Et à partir de 1891, donc, il va faire face à Archinard, un autre donc, grand de l'armée coloniale française. Samori se replie vers l'Est, mais il va pratiquer ce qu'on appelle la guérilla et la tactique de la terre brûlée. Donc, c'est comme ça qu'il va continuer sa guerre jusqu'en 1900, quand il va être capturé à Guélémou, donc dans l'actuelle Côte d'Ivoire, et puis il va être déporté au Gabon, où il mourit. Donc, les déportations étaient aussi systématiques. À chaque fois qu'on capturait un roi, on l'exilait, on l'amenait loin pour casser la dynamique, empêcher que les populations ne le portent, et aussi faire oublier sa présence. Si on regarde du côté de la colonie du Dahomey, donc dans l'actuel Bénin, on peut parler aussi de Béhanzin. Béhanzin, donc, qui est né dans les années 1845, a vécu jusqu'en 1906. C'était un des rois du Dahomey. Le Dahomey est un royaume issu de l'ancien empire du Bénin qui a été une longue histoire médiévale, plus de 1000 ans d'existence. Et Béhanzin, donc, a combattu farouchement l'invention des troupes françaises commandées par un afro-descendant, le métis de Saint-Louis, le général Dodds, auquel il doit donc vraiment se rendre en 1894, mais avant cela, Béhanzin, qui s'est appuyé sur une forte armée, y compris un régiment féminin qu'on appelle les Amazones, les Amazones du Dahomey, a défendu son territoire et même a pu avoir des victoires sur l'armée coloniale française, notamment en 1892. Mais il sera déporté donc à partir de 1894 à Fort Taranson en Martinique, puis assigné à résidence à Fort-de-France. Et il est finalement libéré en 1906 à la demande de l'homme politique de Guadeloupe qui s'appelait Gerville Réach, et il est assigné à surveillance en Algérie où il meurt à Blida en 1906. Donc ça, c'est le grand résistant Béhanzin. On ne peut pas aussi parler des résistances armées dans les colonies françaises d'Afrique noire sans parler de Rabat. Rabat, donc, qui a vécu de 1842 à 1900. De son nom, Rabat Az-Zubair ibn Fadallah, il est né près de Khartoum au Soudan. Mais son royaume s'étend plus dans l'actuel Tchad, dans le pourtour du lac Tchad. Il a d'abord servi dans les corps libres de la cavalerie égyptienne, puis est devenu le lieutenant d'un chef de guerre marchand d'esclaves, Az-Zubair Rahman Mansour, avant de former un royaume dans le sud et l'ouest du Soudan, puis de conquérir l'ancien empire du Bornou. Le Kanem Bornou également faisait partie des grands empires de l'Afrique précoloniale. Les Français, donc, désireux de coloniser l'Afrique centrale, s'opposèrent bientôt au front de Rabat, qui, en 1899, avait un colon et un officier qui tentant de le contourner sans hésiter. Donc, Rabat disposait véritablement d'une armée assez importante. On parle de 10 000 hommes qui sont armés de fusils et dépourvus, parfois même dépourvus de munitions, mais qui étaient quand même bien nombreux. Alors, une des batailles les plus importantes, c'est celle de Kousséri. La ville de Kousséri se trouve aujourd'hui dans le nord du Cameroun. Tout cela faisait partie donc du royaume contrôlé par Rabat. Donc, la bataille eut lieu le 22 avril 1900. Et après cette bataille, donc, d'autres aussi à Djamena, qui s'appelait Fort Lamy, au Tchad. Les soldats français, donc, composés majoritairement de soldats recrutés dans les colonies qu'on appelle, une fois de plus, donc, les tirailleurs sénégalais, vont créer donc d'énormes problèmes et finalement vont réussir à battre l'armée de Rabat. Et Rabat va être tué. Et cette victoire donc marque une véritable avancée significative de la conquête de l'actuel Tchad par la France. Après un an de combat, donc, il est capturé. C'est, comme j'ai dit, le 22 avril 1900, près de N'Djamena, par les colonnes donc, du général Lamy, le commandant Lamy. D'ailleurs, c'est son nom qui va donner Fort Lamy, qui va être rebaptisé N'Djamena. Donc, ce dernier également va être tué pendant les combats.
Hein. D'ailleurs, c'est ça qui explique que son nom a été utilisé pour donner le fort Lamy. Donc, beaucoup de morts également du côté de l'armée coloniale. Si on sort un peu de l'Afrique noire et on va du côté de Madagascar, on va également voir des résistances armées, notamment la résistance des Menalambe, hein, dans le royaume Merne. C'est une résistance très farouche là-bas aussi, ou même d'ailleurs dans ce contexte malgache, beaucoup de soldats ouest-africains ont été envoyés durant la période coloniale pour combattre pour l'armée coloniale française. D'ailleurs, ma thèse de doctorat en histoire portait effectivement sur ces soldats ouest-africains envoyés à Madagascar durant la colonisation de 1895, à partir de ce moment-là jusqu'à pratiquement aux indépendances, parce que beaucoup sont restés sur place et ne sont jamais retournés en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Naturellement aussi, on peut également parler d'autres, hein, la guerre d'Algérie, énormément de mouvements de résistance ont eu lieu dans cette Afrique-là, même si parfois on donne l'idée que l'Afrique a été colonisée assez facilement. Ce n'a pas été le cas. Et il y a aussi beaucoup de révoltes, même pendant la période coloniale, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. On a en 1945 le peuple malgache qui va se soulever aussi contre la France. Et c'est une guerre qui a duré pratiquement 2 ans où il y a eu plus de 90 000 morts du côté des Malgaches. Donc ce sont les fameux événements de mars 1947. On ne va pas parler des révoltes armées dans les colonies britanniques parce que je veux vraiment m'apesantir sur ce qui s'est passé dans les anciennes colonies françaises, mais c'est sûr que j'aurais pu mentionner la révolte des Sona et d'Endebele, hein, dans l'actuel Zimbabwe par exemple, ou bien la révolte des Medji Medji dans l'ancienne Tanganyika, ancienne colonie allemande, ou même les Mao Mao au Kenya, hein, ou les Herero aussi en Namibie. Il y a pas mal de résistances armées qui ont eu lieu dans toute l'Afrique, qu'elle soit donc colonisée par la France, la Grande-Bretagne, les Portugais, etc. Donc, après ces révoltes armées, pour ce qui est des révoltes populaires, il y a aussi de grandes figures qui se sont manifestées. Si je regarde l'histoire de la colonie du Sénégal, il y a une jeune fille qui s'appelle Aline Sitoé Diatta, qui est née vers les années 1920 dans le sud-ouest, donc dans la région de Casamance. Hein. Sa résistance fait partie donc euh, des résistances populaires et elle intervient dans un contexte de guerre dans les années 1940, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors ici, parce qu'il y avait la réquisition d'hommes et de vivres de la part de la France coloniale, cette jeune dame décide donc de venir à Dakar, où elle entame la résistance autour donc d'un certain nombre d'idéaux. Hein. Sa résistance se fonde sur le retour aux croyances ancestrales, sur la recommandation à ses concitoyens de boycotter la culture de l'arachide au profit des cultures vivrières africaines, comme le riz qui était très cultivé donc en Casamance, et de consommer du miel à la place du sucre. Je pense qu'elle avait raison. Aujourd'hui, tout le monde voit comment le sucre occasionne des dégâts alors que le miel est beaucoup plus meilleur pour la santé. Donc, elle fut arrêtée en janvier 1943 et déportée au Mali, où elle va mourir en 1944. Donc, Aline Sitoé Diatta fait partie des grandes figures donc, de résistance populaire. On peut également mentionner le grand résistant populaire, le Cheikh Ahmadou Bamba, hein, qui s'est appuyé sur sa parole, sur ses prêches, sur les valeurs, sur le travail et qui a véritablement réussi à non seulement à construire une confrérie très résiliente, très solide, mais également à s'opposer à la colonisation française. Donc, lui, il est né vers 1852 et on le voit sur la scène politico-religieuse vers les années 1886. Et ce n'est pas un hasard, c'est cette année que Lat Dior est mort. Et Lat Dior, le héros du Cayor, fait partie de la famille justement de Ahmadou Bamba. Donc ça a été aussi un déclic hein, pour ce mouvement-là. C'est là qu'il commence donc aussi à prêcher par l'amour du travail et le refus de la domination. Donc son emprise sur les populations rurales inquiète les Français. Ainsi, le 10 août 1899, il est arrêté. Le 5 septembre, il est condamné à l'exil et déporté au Gabon où il va vivre pendant 7 ans
7 ans de résilience, 7 ans de travail et avec un moral très très fort, à son retour, il va encore être beaucoup plus populaire. Le monde ne cesse pas de venir vers lui. Il va encore être déporté une deuxième fois même en Mauritanie. Et finalement, il revient au Sénégal, à Djurbel et puis à Touba. C'est comme ça que la confrérie mouride donc devient de plus en plus populaire. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est la plus influente des confréries et qui est donc née dans ce contexte-là. Ahmed Bamba donc fait partie de ces grands donc, héros qui ont résisté. Alors, l'équilibre de la résistance. Donc, la résistance a également joué un rôle important pour s'opposer à la pénétration coloniale. Cependant, la plupart d'entre eux ont échoué donc à gagner les guerres contre les puissances européennes à cause justement, comme j'ai dit, des formations des soldats sur place qui étaient payés, puis avec la sécurité militaire. Donc, progressivement, les royaumes africains donc, vont décliner et sur les ruines de ces royaumes-là, on va construire l'AOF, l'Afrique occidentale française, ou bien l'AOF, l'Afrique équatoriale française, qui va exister pratiquement jusqu'aux indépendances, avant que on va vers les balkanisations et chaque colonie donc devient un pays par exemple. Cependant, certaines figures donc de la résistance donc armée dans la mémoire, restent dans la mémoire collective et sont aujourd'hui encore célébrées dans l'histoire de l'Afrique. Alors, on peut aussi dire que les Africains, donc, pour finir sur cette résistance, hein, dont nous avons juste parlé quelques aspects, il y en a beaucoup d'autres résistances armées populaires et culturelles que nous n'avons pas mentionnées dans cette émission. On ne pourra pas tous le faire, mais c'est sûr que les Africains de tout le continent ont résisté aux exigences coloniales et ont pris les armes contre le colonisateur européen. La résistance n'était pas seulement armée, comme je l'ai souligné, mais elle s'exprimait aussi de plusieurs manières, culturelles, populaires, etc. Finalement, au début du XXe siècle, malgré la vaillante résistance, l'Afrique est presque entièrement colonisée. Cependant, la résistance a semé les germes d'un sentiment de rejet qui ressurgira au milieu du XXe siècle pour l'éclosion d'un nationalisme porteur de la lutte de l'indépendance. Donc, une fois que l'Afrique, dans ces années 1920, pratiquement, les résistances sont vaincues, c'est là où on va passer maintenant à l'accélération de la colonie, notamment l'assimilation. Quel type d'Africains il fallait dans ces colonies-là. Voilà, donc c'est cela qu'il s'agit donc dans la deuxième partie de cette émission. Merci.